Alors, Jackie va arriver, il va avoir du retard. Laurent Sutereau. Présente. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Borel est absente et a donné pouvoir à Laurent Sutereau. Michel Champy. Présent. Ingrid Liénard. Présente. Philippe Delaunay. Présent. Céline Petit. Présente. Mamoun Benkachou. Présent. François Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau est absente et a donné pouvoir à Mamoun. Louis-Jean de Nicolaï m'a donné pouvoir. William Derouet, normalement, il est là, mais il va peut-être arriver en retard, on va voir. Graziella Gann arrive avec un petit peu de retard. Morgane Garot est absente et a donné pouvoir à Madame Liénard. Anaïs Serrin est absente et a donné pouvoir à Céline Petit. Jean Le Gallais. Présent. Philippe Legrand est absent et a donné pouvoir à... Là, on ne peut pas parce qu'il a donné pouvoir à Mme Petit. Monsieur Ami, vous voulez bien avoir le pouvoir de Philippe Legrand? Gérard Lemoine est absent, a donné pouvoir à Monsieur Champy. Michel Néron. Pascal Renaud est au cinéma, il arrive. Jean-Paul Tricot. Annie Bouteloup. Présente. Monica Breton. Présente. Claude Éveillot est absent et a donné pouvoir à Mme Bouteloup. Ghislaine Tomaso. Roland Frison est absent, a donné pouvoir à Mme Potier. C'est bon, Sonia? Parce que j'ai eu le mail là. Oui, ouais. Et Sonia Potier. Présente. Très bien, je vous passe le signataire. On va commencer. Il nous faut un ou une secrétaire de séance. Qui c'est qui se propose? C'est une normalement, soi-disant. Allez, Céline est d'accord pour être secrétaire de séance. Vous devez avoir un petit cahier normalement, Madame Levert? Mais c'est court aujourd'hui. Alors, l'ordre du jour est le suivant. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul sujet, c'est le débat d'orientation budgétaire 2024. Donc, je vous propose de passer aux voix cet ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a donc évidemment le procès-verbal de la séance du 26 février 2024. Est-ce qu'il y avait des corrections à amener sur ce compte-rendu? Ce procès-verbal, non. Je vous propose de le passer aux voix du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Du coup, je n'ai pas les signataires là-dessus. Je ne vais pas signer. Et donc, nous arrivons donc à notre point central qui est le débat d'orientation budgétaire. Donc, comme vous savez, selon l'article 107 de la loi NOTRe, donc, on doit présenter un document qui appuie ce débat. Ce document, vous l'avez reçu par mail, tous normalement avec cette convocation. Donc, on doit présenter ce rapport et ensuite, on doit avoir un débat et le rapport sera transmis aussi aux représentants de l'État et ainsi qu'au président de l'EPCI à titre d'information. Voilà, et donc on doit avoir un débat sur ce ROB. Il a été présenté à la commission administration générale finances le 19 mars 2024 et donc il vous est envoyé. Donc je vous propose de le balayer rapidement, vous avez dû le voir, mais l'idée c'est de pouvoir en débattre. Donc sur le rapport d'orientation budgétaire, comme toujours, on a une partie sur la situation budgétaire aussi de l'État. Voilà, donc on vous explique comment est défini aussi un budget et puis les objectifs donc, qui étaient de 2024. On vous parle du contexte national et territorial, donc je passe sur ces points-là. Les contextes macroéconomiques avec la situation monétaire, la décélération de l'inflation qui est attendue pour 2024. On l'espère tous, évidemment. L'impact sur l'inflation, donc sur les collectivités locales. Voilà, on vous parle donc des taux d'inflation en prévisionnel. L'inflation en prévisionnel est prévue à 2,6% alors qu'il était de 4,9% en 2023. Voilà, et donc le prévisionnel du déficit public de l'État est porté à 2,7% en 2027, en sachant qu'il est 4,9 en 2023 et il est de 4,4 prévu en 2024. Et dans la loi de programmation des finances publiques, donc vous avez quelques objectifs, dont le fait de réaliser 16 milliards d'économies. Ils ont d'ailleurs annoncé, Monsieur le maire, être entre 50 et 60 milliards d'économies portées par les collectivités territoriales. Donc on verra comment nous devrons participer à ces économies et comment ça va se décliner.
Voilà. Donc là, on vous parle essentiellement de l'État. Ensuite, on passe donc à la situation de la commune nouvelle, sa population. Hein, donc, on a une population 2024 qui est à 4107 habitants. Et en 2023, nous avons eu 14 naissances et 35 décès. Il faut savoir qu'à une époque, on avait plus de 30 naissances. Voilà, la tranche d'âge la plus importante pour le LUD est la tranche de 60 à 74 ans, où on a 525 femmes et 499 hommes. Voilà, donc 1024 personnes qui ont entre 60 et 74 ans au LUD, soit 25% de la population. Voilà, on vous a mis aussi la répartition socio-professionnelle de la population du LUD. Et évidemment, logiquement, la part la plus importante, ce sont les retraités. Ça correspond à la tranche d'âge que je viens de vous dire. Nous avons donc un point sur la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2023. Donc, nous avons une dotation globale de 916 001 €. Donc, je tiens à excuser Corinne qui n'est pas là et qui est notre adjointe aux finances. Voilà, donc qui se répartit entre la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. Voilà, donc vous avez des graphiques par rapport à ça. On note quand même une hausse significative de la dotation de solidarité rurale par rapport aux autres dotations. En termes de fiscalité, donc vous avez les taux de la taxe foncière bâtie et non bâtie. Je rappelle que ce sont des taux qui n'ont pas bougé depuis 2014, sauf le lissage avec la commune de Dissay-sous-le-Lude, puisque nous avons fait la commune nouvelle. Voilà. Donc on n'a plus de taxes d'habitation pour l'ensemble des habitants. À un moment donné, c'était un pourcentage, et puis maintenant, c'est l'ensemble des habitants qui ne payent plus de taxes d'habitation sur leur résidence principale. Ils payent toujours sur la résidence secondaire. Voilà, on vous fait un point sur le personnel de la commune nouvelle au 1er janvier 2024, avec une répartition entre 2020 et 2024. Voilà, donc on a un total d'agents aujourd'hui de 71, dont un contrat d'apprentissage, 5 non titulaires, 10 non titulaires sur des postes permanents, donc ça veut dire des personnes qui sont recrutées sur des postes de titulaires, en fait, qui sont soit en arrêt maladie, soit en disponibilité. Et puis, donc, on a stagiaires et titulaires, nous sommes au nombre de 55. Voilà, on vous a expliqué entre 2020 et 2024 la différence. Les mises à disposition, puisqu'on met à disposition des agents pour la garderie périscolaire, donc à l'intercommunalité. Et puis, on met à disposition aussi à nos différents services, que ce soit l'espace Ronsard, le camping, qui sont les budgets annexes, et puis le CCAS. On a aussi le chef de projet ORT PVD qui est partagé aussi avec l'intercommunalité. Du coup, c'est en gros un tiers, puisqu'il y a la ville de Maillet, du LUD et l'intercommunalité. Et donc, on rembourse en fait cette part à l'intercommunalité. Vous avez la pyramide des âges de nos agents. Donc, on voit bien que le nombre le plus important, ils sont entre 50 et 54 ans. Voilà. On a monté un petit peu en jeunes, mais pas beaucoup quand même. Voilà. On a stagiairisé un agent en 2023. Voilà. Et puis, on a 2 agents qu'on a CDIsés, puisque ça, c'est une nouveauté qu'on peut faire aussi maintenant dans les collectivités publiques. Voilà. On a 6 avancements de grade aussi. Donc, ça, ce sont des agents qui évoluent en fait dans leur carrière. Voilà, on vous a mis un point sur l'organisation transversale et attentive aux besoins des agents et à l'efficience des services. Donc, on vous a mis les coûts du personnel aussi entre 2021, 22 et 23, entre les rémunérations de base, les régimes indemnitaires, les charges patronales et puis les autres charges. Voilà. On vous rappelle aussi qu'entre 2022 et 2023, nous avons eu 2 décisions, rappelez-vous, qui ont été importantes et qui ont impacté notre masse salariale. C'est la refonte des premiers échelons, jusqu'à 9 points d'indice supplémentaires aux catégories les plus basses des catégories C et B. On a eu l'augmentation du point d'indice au 1er juillet de 3,5% et 2022 et au 1er juillet 2023 de 1,5%. Voilà. Ce qui n'était pas prévu au départ, mais voilà. Et puis les autres charges du personnel, c'est tout ce qui concerne l'assurance du personnel, les cotisations d'adhésion au CNAS, etc. Voilà, le contrat de prévoyance, évidemment, et puis les chèques repas. Voilà, donc on vous a donné
l'ensemble à la clôture des comptes 2023, la masse salariale, qui représente donc 51,93% du budget de fonctionnement. Donc ce sont les charges à caractère général plus les charges de personnel, donc le total du budget, les autres charges moins les atténuations de charges. Voilà, puisque en fait un agent, rappelez-vous, qui est en arrêt, on a des recettes de la part de notre assurance. Voilà, donc si on tient compte des recettes, on est à 41,40. Si on tient compte des recettes, donc on a 41,49% du budget global de fonctionnement, y compris avec les charges financières et les charges spécifiques. Voilà, l'espace Ronsard, donc on vous a fait un point sur nos services. Donc l'espace Ronsard aujourd'hui c'est 5 agents, c'est 3,5 ETP puisque les agents ne sont pas à temps plein. Nous avons la bibliothèque, ludothèque, microfolie, c'est 4 agents, 3,5 ETP. Les structures et équipements sportifs, donc aqualude, piscine, ce sont 10 agents, 6,2 ETP. Le gymnase, ce sont 2 agents, 1,7 ETP. Au tourisme, donc le camping, ce sont 6 agents, mais c'est que 2,2 ETP en fait, puisque ce sont des temps partiels. Les écoles et les restaurants scolaires, nous sommes à 17 agents, donc 11,93 ETP. La gestion des salles communales, donc tout ce qui est entretien, évidemment, des locaux, donc c'est à peu près 0,5 ETP. Le CNI Passeport, c'est 4 agents, mais ce n'est que 1,5 ETP. Et puis l'entretien des chemins de randonnée, ce sont les services voirie, en fait, c'est à peu près 2 agents, mais qui ne sont pas à temps plein non plus, donc ça fait 0,7 ETP. Voilà. Donc, je vous ai mis, c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut débattre ce soir aussi, c'est un sujet qui revient souvent. Les élus du LUD ont la volonté de solliciter auprès de la communauté de communes Sud-Sarthe un fonds de concours pour participer à certaines dépenses portées par la commune du LUD pour les équipements et services structurants, puisque, évidemment, notre piscine, par exemple, n'accueille pas que des Ludois. On accueille des gens de tout le territoire. Voilà, on a donc comme je vous disais tout à l'heure, on a 6 agents du pôle scolaire qui sont partiellement mis à disposition de la communauté de communes pour l'accueil périscolaire. Et on a donc un forfait de remboursement qui a été voté pour ces mises à disposition. Et d'ailleurs, à titre d'information, on ne l'a pas noté là peut-être, mais on a aussi un remboursement des repas pour les accueils de loisirs, et donc qui était à 6 € par enfant et qui est passé à 6,5. La communauté de communes a augmenté cette participation, liée évidemment aussi à la demande des mairies, puisqu'on a une forte augmentation aussi de nos charges alimentaires. Voilà, on a une agente aussi d'animation qui est mise à disposition pour la résidence autonomie des Lilas. Et puis, on a un chef de projet, comme je vous disais, qui intervient sur le LUD Maillet et l'intercommunalité. Voilà. Donc, sur les perspectives, on a une baisse des cotisations CNAS suite à une modification de critères d'adhésion. On l'avait passé en conseil municipal, vous le savez. Donc, on fait une économie à peu près de 6 000 € par an. On a en 2025, donc on va subir encore une augmentation, en particulier sur l'assurance du personnel. Voilà. Et puis, on va aussi avoir une augmentation de la participation employeur au contrat prévoyance qui devient obligatoire en fait pour tous les agents, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, chaque agent de la collectivité va avoir un contrat de prévoyance financé par la collectivité. Voilà, donc on essaye de porter évidemment, comme chaque année, une attention sera portée au bon équilibre entre la masse salariale et puis la mise en œuvre de nos services. En sachant qu'on a mis en place un certain nombre de services aussi supplémentaires. Et puis en 2024, un plan de formation sera établi à partir des demandes effectuées dans le cadre des entretiens annuels et des besoins de la collectivité. On avait, rappelez-vous, un projet de plan de formation intercommunal à une époque, mais qui n'est pas sorti. Donc du coup, on va garder pour l'instant un plan de formation communal. Voilà. On vous a mis la dette du budget principal, donc vous voyez sur les annuités qu'on est en baisse constante depuis 2023. Ça a été le cas en 2023, ce sera le cas en 2024 ainsi qu'en 2025. On sera stable en 2026. En 2024, il est prévu qu'on gagne entre guillemets 90 000 € dans l'année de non-remboursement en fait, puisque les prêts s'arrêtent. C'est essentiellement les prêts qui sont en lien avec l'espace Ronsard. Voilà, donc vous avez après la répartition des échéances par prêteur, donc par banque en fait.
Les indicateurs d'épargne, donc vous voyez qu'en 2021, nous étions sur une épargne négative, en 2022 aussi, en 2023 aussi, mais en 2023, nous améliorons la situation, mais néanmoins, on voit bien quand même que le budget est en négatif. Alors, on en parlera au prochain conseil sur le budget. On a des explications, évidemment, qu'on vous donnera. Ensuite, vous avez un point sur le budget principal, donc l'impact sur le budget général en lien avec la communauté de communes, hein, puisque ce sont, on participe en fait à des charges communes. Les charges ADS, vous vous rappelez tous lesquelles c'est. En fait, c'est le service urbanisme de la Flèche qui fait nos permis de construire, les autorisations de permis de construire, etc. Donc, c'est mutualisé. L'APS, c'est le périscolaire. La voirie, puisque la communauté de communes prend en charge une partie de notre voirie, en tout cas la bande de roulement. Et puis, à un moment donné, on aidait aussi sur l'école de musique, ce qui n'est plus le cas. Donc voilà, donc on a entre notre attribution de compensation de départ et la sortie, on enlève en fait toutes les parts qu'on redonne à l'intercommunalité. Voilà. La situation 2023, donc on vous a dit, hein, une inflation à 5,8%. Là, il parle de 4,9%. Bon. On a une augmentation de nos coûts alimentaires. On a une augmentation des coûts des fluides. Ce sera encore pire en 2024. Je vous rappelle que nous étions jusqu'à présent en appel d'offres avec l'intercommunalité, donc avec un tarif bloqué. Et nous avons relancé le marché au niveau de l'intercommunalité. Et les prix qui sont arrivés à l'ouverture des plis ont été multipliés. Quasiment 50% de plus pour l'électricité et on n'est pas loin aussi pour le gaz. Donc en 2024, nous allons avoir une très forte augmentation de nos fluides, hein, donc il faut qu'on l'anticipe dans notre budget. On a donc l'augmentation, on a eu l'augmentation des charges du personnel aussi par rapport au point d'indice. Et puis rappelez-vous, on a versé aussi une prime de pouvoir d'achat inflation en 2023, là on l'a voté pour début 2024. Donc on a eu l'ouverture du service CNI, on a payé, je vous rappelle aussi, la taxe foncière de la friche, hein, puisque pour l'instant il n'est pas possible, c'est un peu compliqué, mais en fait la friche, il n'y a plus aucune activité, mais c'est quand même encore considéré comme un bâtiment économique et donc on paye une taxe foncière dessus. Et puis, on a la dernière année du chantier de la jumenterie aussi, la baisse est significative, et puis ensuite, elle va s'arrêter, hein, donc on n'aura plus ces subventions-là. Voilà. Voilà, on vous a expliqué un petit peu, on a un virement important vers le budget du CCAS, mais ce qui est tout à fait logique aussi, puisque la situation d'inflation a aussi lancé dans la précarité un certain nombre de notre population, et donc on a une forte augmentation aussi des aides sociales. On a notre repas de fin d'année aussi, qui a un coût évidemment sur notre budget. Et puis on a fait des travaux d'amélioration des appartements des Lilas, mais c'est marqué un choix des élus, mais c'était une nécessité puisque il nous restait encore des appartements avec des baignoires, ce qui n'était pas possible pour nos résidents. On a viré vers le budget annexe de Ronsard plus de 200 000 euros. Hein, donc, alors Jean nous l'expliquait à chaque conseil municipal, je le sais bien. On a eu une année difficile, hein, 2023, en termes de fréquentation et donc une baisse importante des recettes. Donc du coup, quand on dit baisse importante des recettes, c'est une augmentation des charges. Donc voilà, c'est un vrai sujet pour nous, mais c'est une structure qui est importante pour la ville du Lude. Voilà. Et puis, on devait vendre des locaux là qu'on va vendre en 2024 qui ne sont pas arrivés en 2023. Voilà. Et puis, on est aussi en attente de nos locations de bâtiments industriels qui, 2024, devraient nous amener des bonnes nouvelles. Voilà, donc vous avez les produits de fonctionnement ensuite, hein, qui sont répartis en produits exceptionnels, en atténuation de charges, en autres produits de gestion courante, en produits de services, en dotation de subventions et d'impôts et taxes. Donc, si on fait une comparaison entre 2022 et 2023, en impôts et taxes, on a eu une augmentation puisque l'État avait augmenté les bases locatives en lien avec la taxe foncière, rappelez-vous. Nous, on n'avait pas bougé, mais l'État avait fait une augmentation. Et on a une baisse de nos dotations et subventions et participations. Voilà, on a une augmentation de nos produits de service quand même. Et puis, on a autres produits de gestion courante, on a une baisse aussi. Donc, vous voyez, on a un écart de produits de fonctionnement entre 2022 et 2023.
Donc, on vous explique en dessous, hein, les produits exceptionnels, ce sont les cessions. Les atténuations de charges, c'est les remboursements d'assurance des personnels en cas d'accident maladie et accident de travail. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Les gestions courantes, c'est les revenus de nos immeubles, tous les loyers, location de salles. Donc, c'est plutôt constant. Par contre, on a l'indemnité du sinistre de Pontfour qui a été versée en 2022. Donc, c'est la différence avec 2023. En fait, on n'a pas eu cette indemnité, évidemment. Sur les produits de service, ben écoutez, c'est nos ventes dans les concessions de cimetières, c'est aussi nos redevances d'occupation, les prestations payées par les usagers, donc tout ce qui est piscine, bibliothèque, spectacles et restaurants scolaires et études, les mises à disposition de personnel aussi, hein, donc ce sont les produits des services qui ont, voilà, qui sont restés plutôt stables. On a un remboursement aussi de la communauté de communes pour les repas, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, on a constaté quand même, on l'a mis, Jean, et je pense que tu es d'accord avec moi, une belle reprise des activités culturelles, là, depuis la fin d'année. Donc, 2024 devrait être meilleur. Non, la table n'est pas du bois, mais il faut que ça continue, en tout cas. Voilà, on a les dotations et participations. Donc là, c'est aussi la différence avec 2022. Hein, ce sont les participations exceptionnelles qu'on avait eues. Hein, rappelez-vous, la Fondation Berne qui avait versé de l'argent pour la jumenterie, la Française des Jeux aussi. Donc on avait reçu quasiment 200 000 €. Voilà, et puis les chapitres d'impôts et taxes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Sur les charges de fonctionnement, donc on a les charges d'amortissement, les charges financières, donc ce sont les intérêts payés d'emprunt. Les charges de gestion courante, donc ce sont les indemnités aux élus, les créances admises en non-valeur, hein, on a annulé 11 095 € quand même de dette. Les subventions à nos différents organismes, hein, en 2023, 58 associations communales ou partenaires ont touché une subvention. 10 particuliers dans le cadre de l'aide à l'achat du vélo électrique, hein, et puis dans le cadre des travaux PCC. Voilà, c'est quand même une somme au total entre les associations et les particuliers de 237 990 qu'on verse aujourd'hui pour le fonctionnement aussi de nos associations. Et puis on a les versements d'équilibre, évidemment, 196 893,20 pour Ronsard, j'en parlais tout à l'heure, et le CCAS à hauteur de 125 000 €. Les dépenses de personnel, on en a parlé tout à l'heure, et les dépenses à caractère général, ce sont les dépenses courantes, y compris l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Voilà. Ensuite, on passe à un point sur les recettes et les dépenses d'investissement. Donc, en section d'investissement, 82% des dépenses prévues ont été réalisées. Et ça, voilà, je souhaite quand même dire que c'est beaucoup mieux. Je me suis beaucoup battue ces dernières années, puisqu'en fait, on prévoyait beaucoup d'investissements, mais on avait du mal à les réaliser parce que déjà, les services avaient du mal à suivre. Et puis, il faut qu'on ait des investissements à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Donc, et aujourd'hui, on est à 82%, donc on est plutôt, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, c'est plutôt une gestion maîtrisée entre les projets et les réalisations. Il vaut mieux avoir moins de projets et les réaliser que d'en avoir trop et de ne pas les réaliser. Voilà. C'est ce que je dis toujours. Donc, on vous a listé l'ensemble des travaux. Bon, ici, le carrelage, évidemment, que vous avez vu, mais qui a été pris en charge pour une bonne partie par l'assurance. Hein. Les travaux de charpente et de couverture à la jumenterie, les terrains de tennis paddle qui ont été réalisés. On a fait un audit de voirie, on a enfoui les colonnes, place du Mail. On a acheté des columbariums, des défibrillateurs aussi. On a finalisé et inauguré le chantier des bords de Loire. On a finalisé les travaux des locaux pour l'installation des professionnels de santé. Hein. Je vous rappelle, c'est quand même un budget de 250 000 €. On a démoli des bâtis. On a fait une étude de faisabilité sur la démolition des bâtis et la requalification de l'esplanade de l'église. On a fait une étude de faisabilité d'un habitat inclusif route de Genteil. Je vous en ai parlé, à côté de la résidence des Lilas, qui va venir. Et puis, on a fait une politique d'urbanisme importante, puisqu'on a mis 135 397 € sur l'achat de bâtiments, y compris l'achat de bâtiments insalubres, vous le savez bien. Voilà. Donc, soit un budget total de 3 133 154 donc de dépenses d'investissement. Voilà. Et puis sur les recettes, eh bien, on a un certain nombre de relances qui sont arrivées, puisqu'en décembre, on a réussi à récupérer 290 000 € de subventions qui traînaient et qui sont arrivées en décembre. Voilà.
Par contre, on vous explique que la préfecture a pris un retard important de traitement des versements des subventions. Hein, donc, du coup, on va sans doute en recevoir en 2024 alors qu'ils auraient dû être versés en 2023. Donc, on manque de recettes, mais elles vont arriver en 2024. Voilà. Donc, sur les perspectives 2024, on a évidemment le rond-point hein, qu'on va payer sur 2 années. L'acquisition de différentes parcelles sur la friche, la continuité de la mise en place d'études pour la stratégie foncière de la friche, des travaux de démolition sur la friche. On a aussi les travaux de la rue du Bœuf qui vont commencer. Hein. Donc c'est la façade. Et puis des travaux de menuiserie aussi à la jumenterie. Voilà. Et on a travaillé aussi parce qu'on a c'est pas une difficulté, mais une modification en tout cas en lien avec le fonds de compensation de la TVA. Donc, on essaye de travailler beaucoup sur nos budgets pour essayer de déclarer le maximum pour avoir un rappel de... D'ailleurs, ça a marché puisqu'on a eu un rappel de FCTVA d'environ 60 000 € qui va arriver en 2024. Parce qu'il y a des dépenses qui sont éligibles et d'autres non. Le bilan des services de la commune nouvelle qu'on vous a donné, je ne vais pas tout vous les lire, j'imagine que vous l'avez lu. On a un point sur le budget annexe du camping. Voilà, entre les charges à caractère général et les charges de personnel. Modification importante aussi, on a décidé aujourd'hui d'essayer d'avoir des budgets le plus près possible de la réalité. Et donc, les services techniques, par exemple, qui tondent la pelouse au camping, ils étaient inclus dans le budget général avant. Voilà. Aujourd'hui, on va les basculer sur le budget du camping pour qu'on ait vraiment une idée des charges de fonctionnement du camping en termes de personnel. Voilà, donc on a diminué par contre le temps de travail de l'accueil du camping. On a 2 contractuels aujourd'hui qui sont recrutés donc, pour le camping. Vous savez qu'avant, c'était une titulaire qui était à 100% et qui faisait et le camping et l'attractivité. Et ce poste-là n'a pas été reconduit. Voilà, on a des dotations d'amortissement, donc des recettes du camping, des recettes qui sont plutôt en augmentation. Hein, alors évidemment, on ne va pas prendre comme exemple la période du Covid où le camping était fermé, mais globalement, on est en augmentation. Et ce qu'on espère beaucoup en 2024, c'est la fin des travaux de la salle conviviale qui va apporter des recettes supplémentaires. Elle n'est pas encore finie. Pour ceux qui sont allés la voir, elle prend forme quand même. Et donc, elle devrait être prête pour l'ouverture de la saison au mois de mai. Pas l'ouverture du camping, mais l'ouverture de la saison en tout cas. Donc là, on espère sur 2024, sur la saison 2024, des premières recettes. Et puis surtout 2025, il faut aussi laisser le temps de pouvoir commercialiser cette salle aussi, peut-être vers des entreprises, puisque c'est une salle qui sera bien adaptée à des séminaires d'entreprise, par exemple. Voilà, on a le produit des services. Donc on vous a fait le détail entre les locatifs avec sanitaire, les locatifs sans sanitaire et les emplacements nus. Voilà. Donc on a toujours une forte part d'emplacements nus, évidemment, mais les locatifs se débrouillent bien aussi avec sanitaire. Les locatifs sans sanitaire, ça devient de plus en plus compliqué. Alors c'est vrai que le Covid est passé par là. Avant le Covid, il y avait beaucoup de logements avec des sanitaires collectifs, en fait. Et après le Covid, les gens demandaient leur propre sanitaire. Donc ça, c'est aussi une démarche qu'on doit avoir au niveau du camping pour l'avenir sur nos... Voilà. On vous a mis la répartition des touristes. Hein. Donc, vous voyez que 86% c'est des Français, mais on a 5% de Grande-Bretagne, 6% des Pays-Bas. On a beaucoup de Hollandais, des Irlandais, un peu d'Allemands et puis des Belges. Et puis, vous avez aussi la répartition par nuitée. Voilà. Donc, l'année 2023 a vu les recettes du camping augmenter de 5% par rapport à 2022. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est vrai que les gens apprécient aussi le camping du Lude. Et du coup, avec les Cotton Lodge qui fonctionnent très bien, qui sont recherchés en fait par les touristes aujourd'hui, ils recherchent aussi des vacances naturelles, vertes. Et donc, les Cotton Lodge correspondent bien à leurs attentes. Voilà. Et puis, on vous a mis donc les investissements envisagés pour 2024, donc l'aménagement de la salle conviviale, évidemment. Et puis, on souhaiterait aussi remplacer les éclairages extérieurs, qui sont un peu vieillots. Voilà, pour pas que les touristes puissent voir quelque chose quand ils se promènent au camping la nuit. Voilà. Dans le temps, on avait la petite lampe pour aller faire pipi, hein, mais bon, voilà.
On vous fait un point sur le budget annexe de Ronsard, donc avec la dette, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et les charges de fonctionnement entre 2021 et 2023. Les charges à caractère général ont augmenté évidemment. Charges à caractère général, je vous rappelle, ce sont les fluides, essentiellement, l'électricité, le gaz. Il faut chauffer la salle Ronsard, et c'est vrai que parfois c'est quand même dur avec Jean, quand on fait un cinéma et qu'il y a 12 personnes ou 13 personnes, ça nous coûte très cher à chauffer la salle. Les charges de personnel qui sont plutôt stables mais qui subissent toujours une petite augmentation, ce qui est plutôt normal. Les charges financières qui sont en baisse. Et puis les dotations aux amortissements qui sont en augmentation puisqu'on a fait aussi des travaux. Je rappelle qu'on a changé toutes les menuiseries. Et là, on a un gros sujet qui est justement sur la climatisation et le chauffage. Comment faire pour avoir un système plus performant et qui nous coûte moins cher en fluide. Il est très ancien, il fait du bruit en plus. Enfin, voilà. Donc pour les recettes du cinéma et de les locations de l'espace Ronsard, vous voyez la différence entre 2021, 2022 et 2023. Voilà, donc les recettes du cinéma Ronsard, eh bien, en 2023, elles ont baissé parce qu'on a eu ça a été compliqué en 2023, mais ça revient. Et puis les locations de Ronsard, elles ont plutôt augmenté, elles, par contre. Voilà, et puis en prospectif, en 2024, on aimerait travailler sur la sonorisation du bar culturel pour la microfolie, parce que le son n'est pas terrible, d'après ce que j'ai compris. Et puis, on va continuer à renouveler tous nos éclairages en LED. Encore une fois, l'idée, c'est de diminuer nos charges électriques. Sur le budget annexe de l'eau, vous avez les dépenses et puis les recettes, les éléments prospectifs. Donc, je rappelle qu'on a la deuxième tranche de la zone industrielle des Tourelles qui a débuté en 2023. On doit finaliser ça en 2024. On a les travaux de réfection des branchements d'eau potable dans le cadre du chantier de l'aménagement des bords de Loire qui a été fait aussi. Travaux de rénovation des bornes d'incendie. Et puis la deuxième tranche de la zone industrielle a débuté donc en 2023, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est 2 fois, là, c'est ça. Et puis, on n'a pas d'emprunt sur le budget de l'eau. En prospectif, donc la programmation des travaux se fera en fonction des projets d'aménagement qu'on va arrêter. Mais en tout cas, en 2024, avenue de la Libération, on va faire des travaux. Et donc là, on a prévu une somme de 50 000 € pour justement travailler sur les connexions de notre eau potable. Et puis, on a une étude d'enfouissement des réseaux électriques qui est programmée en 2024 et 2025 aussi sur le secteur du Champ de Foire, sur la partie haute du Champ de Foire vers la rue du Parc, rue du Croissant, etc., qui n'avait pas été enfouie, puisque ça a été enfoui sur la place du Champ de Foire. Voilà. Et donc, on attend une redevance d'eau potable en 2024 d'environ 65 000 €. Sur l'assainissement, on a missionné un bureau d'études en 2023 pour étudier et proposer des solutions techniques pour empêcher les déversements dans le Loir lorsqu'on a des pluies d'orage importantes. Donc, ils sont en cours. Ça va être un budget important aussi pour nous, mais c'est nécessaire. On a la zone des Tourelles donc, qui a été raccordée en eau usée. On a un nouveau manuel d'autosurveillance pour la STEP. On a une deuxième tranche donc, de la zone des Tourelles aussi. On a la mise en séparatif de la place Claude Monet. On a remplacé des pompes au poste de relevage. On a aussi remplacé et rénover l'alimentation électrique du poste de relevage des quais. C'était dans le cadre des travaux des bords de Loire. On a équipé des postes de relevage du secteur de Dissé pour une gestion à distance. Voilà, on travaille aujourd'hui sur les bassins enterrés, justement, c'est en lien avec le bureau d'études, comme je vous disais tout à l'heure, pour les déversements. Et puis, l'annuité de la dette diminue depuis 2015. Les derniers emprunts ont été souscrits en 2008 pour une durée de 30 ans. Donc, vous voyez la baisse aussi des annuités de la dette sur le budget de l'assainissement. Je vous rappelle, à titre d'information quand même pour tous, c'est que la compétence assainissement passera à l'intercommunalité en 2026. Donc, l'idée, c'est aussi de faire les travaux que nous pouvons faire dans le cadre de notre budget, puisqu'on a les moyens de faire pas mal de travaux, donc il faut qu'on le fasse. Donc, les dépenses de fonctionnement vont être reconduites à la même hauteur que 2023. On va prévoir un budget d'investissement de 200 000 € pour renouveler nos réseaux. On va remplacer des canalisations avenue de la Libération. On a donc l'étude d'enfouissement, puisque tout à l'heure, c'est la même étude. En fait, quand on fait une étude d'enfouissement, on travaille sur l'eau potable et sur l'assainissement en même temps. Et puis sur la voirie, évidemment, derrière.
Voilà. Et puis, on est en train de travailler aussi sur une modification de la chaîne de traitement de la station d'épuration, voilà, en lien avec nos bassins enterrés. Voilà. Et puis, on a la rénovation de la station d'épuration du secteur de Dissé qui sera réalisée en 2024. On a mis un budget de 100 000 €. Voilà, vous avez la liste de l'ensemble des travaux à envisager pour 2024. Voilà, on arrive à la dernière. Enfin, on arrive à dernier. Les orientations pour 2024. Donc, voilà, je vous lis ce que nous avons mis, en tout cas pour nos orientations. Donc, la situation budgétaire de la commune nouvelle connaît un effet ciseau entre l'augmentation des charges de fonctionnement et le manque de dynamisme de nos recettes. Comment rendre dynamiques nos recettes? C'est pas très compliqué, hein. C'est soit on augmente les impôts, soit on augmente la taxe foncière, c'est-à-dire pas par le montant, mais par le nombre d'habitats. Donc ça veut dire créer des logements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il nous faut des nouveaux habitants et des nouveaux logements pour avoir de nouvelles taxes foncières. La commune nouvelle a un fonds de roulement important, hein, qui est gardé pour les travaux de revitalisation de la commune, mais nous mettons en œuvre tous les ans des actions de revitalisation. Au vu des taux bancaires des prêts, il nous faut diminuer nos emprunts tout en continuant d'investir pour nos habitants, mais plus étalés dans le temps, pluriannuel. Il semble donc nécessaire de revoir nos ambitions d'investissement qui augmentent aussi notre budget de fonctionnement. Lorsqu'on investit dans un bâtiment, derrière, on crée obligatoirement des dépenses de fonctionnement pour l'entretien, les fluides, etc. La fin des prêts de Ronsard va baisser nos remboursements annuels et nous ne devons pas augmenter cette ligne d'ici la fin du mandat. C'est une volonté, hein, pour nous aussi. Nous devons aussi envisager des autorisations de programme qui nous permettront de lisser nos investissements sur plusieurs années. La difficulté majeure aujourd'hui sur la commune du Lude, c'est qu'une autorisation de programme nous permettrait pour un gros projet de pouvoir lisser les dépenses sur plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre toutes les dépenses une même année, même si on ne fait pas l'ensemble des travaux en fait. Et ensuite, ça devient des restes à réaliser. Et donc, ne pas augmenter artificiellement nos budgets d'investissement par des restes à réaliser portés sur plusieurs années. Enfin, un gros travail autour de la baisse de nos charges de fonctionnement et en particulier notre masse salariale liée à notre position de ville de centralité avec des services communaux qui sont d'intérêt intercommunaux doit être mené dès 2024 tout en gardant la qualité de service public pour nos habitants. Donc les orientations prioritaires budgétaires 2024 seront contenir les augmentations liées aux crises successives, réalisation concrète des projets différés par les crises, par exemple la façade de la rue du Bœuf, hein, je rappelle qu'on l'avait tous voté en 2019. Et puis la lagune de Dissé aussi qui traîne, alors qui traîne à cause du Covid, hein, puisqu'on n'a pas pu faire les travaux, mais maintenant il faut y aller. Ralentir les investissements pluriannuels pour conforter le budget d'investissement, gérer la rénovation de nos bâtiments et la vente de certains biens. Plus on a de biens, je vous rappelle que nous avons aussi aujourd'hui des lois sur les DPE, hein, c'est-à-dire le niveau d'énergie de nos bâtiments. Donc il faut absolument que nous rénovons nos bâtiments. Donc plus on a de bâtiments à rénover, plus ce sont des coûts, hein. Donc je crois qu'il faut rationaliser aussi nos propriétés en ayant des bâtiments qui nous servent vraiment utilement et que nous devons rénover. Donc continuer à réaménager des espaces non utilisés dans nos bâtiments industriels ou artisanaux pour maximiser les locations et leurs recettes, rénover et surtout isoler nos bâtis, comme je disais, pour diminuer le coût des fluides. Il faut que nous recherchions des pistes pour augmenter les recettes de nos activités des équipements structurants. Je parle en particulier piscine, Ronsard, camping, puisque ce sont quand même des budgets très importants pour la commune. Proposer la mutualisation des équipements structurants avec l'intercommunalité, pourquoi pas, via le fonds de concours. Il y a un pacte financier et fiscal, donc il faut qu'on y travaille. Maîtriser les dépenses et rechercher des pistes d'économie tout en développant par l'investissement des énergies nouvelles et renouvelables pour nos bâtiments et prendre en compte l'impact budgétaire du classement énergétique de nos bâtiments communaux en location à chaque changement de locataire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une de nos difficultés. Prioriser les actions permettant d'améliorer l'attractivité de la commune et l'activité économique tout en développant de nouveaux quartiers pour augmenter l'habitat de qualité par la vente de terrains aux promoteurs immobiliers et privilégier la construction par des porteurs privés et non le développement de nos lotissements publics. Aujourd'hui, des promoteurs se proposent de faire des lotissements et des terrains à bâtir. Il faut savoir que nous, lorsqu'on fait une extension de lotissement, c'est un coût très important pour la commune d'avance en fait, hein. Réaliser une gestion prévisionnelle des emplois avec anticipation des départs à la retraite par la formation, l'évolution interne, les mutations. Alors en sachant qu'on avait travaillé sur cette gestion prévisionnelle et nous avons eu une loi qui en lien avec la retraite qui nous a repoussé de 2 à 3 ans tous les départs à la retraite, je rappelle. Donc pas si longtemps que ça. Donc il faut qu'on y retravaille.
Donc, limiter le recours aux contractuels remplaçants et saisonniers pour diminuer notre masse salariale. On l'a fait cette année. On a diminué le nombre de saisonniers et de contractuels sur nos structures. Optimiser les recettes d'impôts par l'installation de nouveaux habitants. Je vous en parlais tout à l'heure. L'augmentation du nombre d'habitants sur la commune nouvelle. Réactualiser des informations foncières. C'est en cours. Et par la révision de nos taux non modifiés depuis 2014. La demande a été faite à la DTFiP pour une simulation d'augmentation des taux pour un produit attendu supplémentaire estimé à 80 000 €. On en parlera en lien avec le budget. Consolider nos structures et en particulier les écoles, ça c'est un sujet actuel, afin de soutenir nos services publics en développant l'attractivité et l'arrivée de nouvelles familles. Il faut absolument qu'on soutienne nos classes et nos écoles. Veiller à répondre aux appels aux projets de l'État et de nos collectivités partenaires pour diminuer les charges d'investissement de nos projets, dont le taux global a tendance à baisser. Les subventions, à une époque, il y a quelques années, je te regarde Mahmoud, mais à une époque, il y avait des taux de subvention jusqu'à 80% sur des projets. Les communes arrivaient à avoir des subventions jusqu'à 80%. Aujourd'hui, quand on est à 30 ou 40%, on est très content. Veiller à continuer à investir pour la santé et en particulier rester vigilant sur les actions intercommunales qui ont un impact sur la commune nouvelle du Lude. Et en particulier, là, je parle de la future maison pluridisciplinaire qui va participer aussi à l'attractivité de notre commune. Voilà. Donc j'ai fait le point sur le rapport d'orientation budgétaire. J'ouvre donc le débat sur ce rapport. Et Mme Levert prend les notes. À vous. Avez-vous au moins des questions ou des précisions ou... Et sur la lagune de Dissé, là, on voit 100 000 €. C'est avec le dégrayeur ou c'est seulement que la... Alors, Jean-Paul, là, on est en débat d'orientation budgétaire. On va passer le prochain, on va passer au budget. Et ce que je te propose, c'est que si tu veux le détail, il faut que je le demande à M. Charrier, parce que moi, de tête, je ne vais pas te le dire comme ça. Non, mais parce que tu trouves que c'est pas... Je sais que tu en as parlé en commission finance en disant que c'était pas assez. Bah oui. Bon, bah moi, l'estimation, elle est venue des services. Donc, on lui demandera. Parce qu'à l'époque où le devis avait été fait là, avant le Covid, ou pendant la période du Covid, il était déjà assez élevé. Plus il faut mettre un égrayeur, ça monte encore. Ça. Après, on a fait des travaux à hauteur de 65 000 € déjà cette année. Donc peut-être que en fait, c'est le cumul des 2 années qui fait qu'il y a 100 000 sur 2024 et 65 sur 2023. Donc tu arriverais à 165 en fait. Ouais. Tu es peut-être plus près de la réalité que tu veux, mais on en a fait déjà cette année en 2023 en fait. On a commencé. Ah oui, d'accord. Et je vais lui demander quand même. Pardon. Alors, moi, je regrette d'abord en préalable, on a fait une commission des finances auquel j'ai posé des questions. À ce jour, je n'ai pas de réponse et je n'ai pas de rapport de commission des finances. Alors, ce n'est pas une observation, mais c'est une remarque dans la page 5, dans le contexte national. Il est précisé « La réforme de la responsabilité des gestionnaires publics appliquée depuis 2023 interroge les collectivités sur leur modèle de gestion. Si le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable, l'ordonnateur étant bien sûr le maire, reste, les gestionnaires publics locaux seront de plus en plus responsabilisés sur la bonne gestion des deniers publics locaux face à un retrait progressif du rôle des trésoreries, notamment en matière de conseil. Les collectivités perdent dans ce domaine le lien avec un partenaire financier local de premier plan établi par le décret, je vous passe la date, du 31 mai 1862. C'est quand même plus que préoccupant, je trouve, ce constat-là. C'est l'association des maires qui le fait au niveau national, mais voilà, nos DGFiP, même en matière de conseil, même s'ils ont fait des efforts, parce qu'on a, comment on appelle ça, un agent qui nous donne mais au niveau national, l'association des maires se rend compte de... Alors, avant, le comptable était responsable sur ses biens propres. Maintenant, il y a une dilution entre les comptables et les ordonnateurs.
juste pour aller dans ton sens, en fait, c'est la fermeture de certaines trésoreries et le regroupement des trésoreries qui font qu'à un moment donné, ils n'ont pas augmenté les effectifs, en fait. Donc, ils ont plutôt baissé les effectifs. Non, mais on le voit bien aujourd'hui, notamment Fabienne nous dit que vous avez un mal fou à obtenir les renseignements pour faire nos budgets. C'est pas normal, c'est pas normal. Alors, je te dirai alors sur un autre cas, un autre mandat, mais le trésorier, moi j'avais fait une demande à un trésorier dans un autre cadre, et il m'avait expliqué qu'en gros, il avait plus alors je sais plus combien il a donné de chiffres de budget à faire en même temps, en fait, puisque comme ils sont maintenant responsables d'un nombre de communes très important, et que les communes font le budget au même moment, en fait, ils sont complètement débordés. Alors, j'avais relevé une petite anomalie, page 25, concernant le personnel. C'est une question que j'avais posée en commission des finances. Quand on reprend la rétrospective et la situation au 1er janvier 2024 du personnel, en 2020, il y avait 59 et en 2024, 65. Donc, ça fait une différence de 6. Et en dessous, quand on reprend l'évolution du nombre d'agents équivalents temps plein entre 2020 et 2024, eh bien, ça faisait 7. Donc, Oui, parce est-ce qu'il y avait une erreur dans le tableau? Non, c'est parce qu'il y a, en fait, tu as la situation au 1er janvier 2024 de l'effectif. Oui. Et en fait, la liste, ensuite, ce sont le nombre d'agents équivalents temps plein, mais ce qu'on n'a pas mis, c'est les départs à la Depuis retraite. le recrutement de M. Levert, par exemple. Et puis, il y a les départs à la retraite. Catherine est partie, en fait. Voilà. D'accord. Donc, du coup, on a l'impression que c'est plus, mais en fait, il y a eu des départs aussi. Ok, Voilà. ok. On a eu 2 départs à la retraite en 2023, de tête. 31 indicateurs d'épargne. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec le contenu du tableau. J'ai rappelé en commission des finances que le calcul de l'épargne se fait non pas en fonction des recettes et dépenses globales de fonctionnement, mais sur les recettes réelles. Et effectivement, le résultat, ce n'est pas avoir une épargne nette positive, mais on a malheureusement une épargne nette négative. Même constat que j'ai fait en Alors, commission la des préparation finances. des réponses, c'est la page 31, hein, c'est ça? 31, oui. Donc, pour l'épargne, sont prises en compte les dépenses et les recettes réelles. Or, les amortissements et les provisions sont des opérations d'ordre. Et donc, la DDFiP, on a un mail de M. Mouchard, inspecteur divisionnaire des finances publiques, qui confirme en effet que le principal est la prise en compte des mêmes chiffres tous les ans pour un résultat cohérent, et qu'en effet, on ne prend pas en compte les amortissements ou les provisions qui ne sont pas qui sont des opérations d'ordre. Voilà. Moi, je voudrais avoir peux te donner un rendez-vous avec ce monsieur. J'ai là la situation de la DGFiP, la situation mensuelle comptable des collectivités locales. C'est la situation 2023 arrêtée au 29 février 2024. Et c'est très intéressant, c'est un petit document que je regarde quand ça sort. Donc ça renvoie au calcul de l'épargne. Les recettes réelles de fonctionnement de l'ensemble des collectivités sont en hausse, etc., puisque là, c'est une situation sur l'ensemble de la France. Les dépenses réelles de fonctionnement, il parle bien de l'épargne brute, de l'épargne nette, parce que les dépenses d'amortissement, et même aujourd'hui, en 2023, dépenses d'amortissement, ce sont des dépenses obligatoires, et c'est ce que j'avais dit en commission des finances. Même si on reprend le tableau positif qui nous est proposé dans le ROB, in fine, l'épargne nette que nous propose là, il faudra qu'elle soit déduite de toute façon des amortissements et des provisions obligatoires à partir de 2023, puisqu'on est en M57. Et donc, de toute façon, moi, j'aimerais avoir un débat avec ce monsieur, et je ne sais pas s'il a lu ce document, pour lui démontrer que les amortissements, ce sont des dépenses obligatoires, donc ça vient gréver tous les ans l'épargne des services. Donc, je suis bien sûr en désaccord complet avec ce que... Et je suis prêt à le rencontrer, bien sûr. Je le note. Moi, je te dis, on a le mail qu'on peut te donner. Ah oui, non, mais moi, je veux le rencontrer, ce monsieur. Bien sûr. Après, 33... Oui, 33, tu fais le constat, on est en recettes et dépenses de fonctionnement.
Mais manque de recettes attendues en 2023, ventes locaux, industriels, enfin à hauteur de 250 000. Je rappelle que ces recettes-là, ce ne sont pas des recettes de fonctionnement, mais ce sont des recettes in fine d'investissement, puisque si on les constate en recettes de fonctionnement, il y a une opération interne de transfert en investissement sur le même exercice. Donc on ne peut pas considérer que ces recettes-là sont des recettes de fonctionnement. Ça reste des recettes. Je le note. Mais pas de fonctionnement. Ça passe par le budget de fonctionnement quand même. Oui, mais oui. Non, mais ça ne servira pas à équilibrer le budget de fonctionnement. Hein. On le reverra au compte administratif. C'est la même observation que j'ai faite en commission des finances. 45. Alors, 45, c'était sur... Ah oui, le camping. Ça, c'est que tu veux qu'on prévoie la mise à disposition de Oui, M. parce Levert que sur le budget. nous prévoyons des dépenses de fonctionnement identiques à 2023. Effectivement, M. Levert, en 2023, il n'y a pas été en totalité. Non. Hein, donc, Oui. sachant que, pour moi, le camping vit en autonomie. Hein, Il est censé vivre en autonomie grâce à notre nouvelle... Non, j'ai dit en commission... J'ai eu ton retour de commission finance. Oui. Je redis ce que j'ai dit la dernière fois. Le prêt pour l'aménagement de la salle conviviale est porté par le camping. L'objectif, c'est que le budget du camping finance ce prêt. Jusque-là, je suis toujours sur le même avis. Sauf qu'aujourd'hui, on paye le prêt d'une salle qui n'est pas finie, donc qui ne fait pas de recettes. Donc c'est un peu compliqué de demander au budget du camping d'avoir des nouvelles recettes sur un bâtiment qui n'est pas fini. Donc je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que le camping soit autonome, en effet, en créant des nouvelles recettes grâce à ce bâtiment et qu'il le finance. Là, en 2023, on a dû payer le prêt, la salle, elle n'est même pas finie. C'est logique que du coup, on aide le budget du camping qui ne peut pas avoir des recettes supplémentaires pour le financer. 2024, j'espère bien qu'on aura des recettes supplémentaires sur l'été, et 2025 encore plus. Donc après, on verra comment on fait pour rapatrier les sommes au pire. Bon, voilà. Je vois que enfin, c'est pas l'interprétation que j'en ai eue, et je ne pense pas que les membres présents à la commission des finances la dernière fois, puisque j'ai eu l'occasion, à l'occasion de réunions de commission de finances, d'attirer ton attention là-dessus, parce que moi j'étais pessimiste sur la démarche, puisque tu as dit que c'était le commissaire inspecteur de la Cour des comptes qui avait toléré que le budget du camping, qui est un service public administratif, devienne un service public industriel et commercial. Tout à fait. Et qu'à ce titre, il devait s'équilibrer. Hein, oui. Voilà. Et donc, quand on a discuté de ça, c'était justement à l'occasion de la mise en place de ce prêt de 550 000 €. Et j'ai même dit, je suis sceptique sur le fait qu'on puisse absorber l'annuité du prêt de ce bien, puisque en plus de l'annuité du prêt, on aura des amortissements, puisque le camping, on aura à amortir ce bien-là. Donc, notre section de fonctionnement au camping, en plus de l'annuité du prêt, aura les amortissements à assumer. Et moi, j'y croyais pas. Donc, ce que je dis aujourd'hui, mais néanmoins, faut qu'on attende les recettes supplémentaires. Reprend les rapports de commission des finances. On avait bien dit que le budget général ne devait pas participer à l'équilibre du budget du camping. Oui, dans le cadre de ce prêt, mais sauf que la salle, elle n'est pas faite, elle n'est pas ouverte encore, Michel. Attends 2 secondes. On va faire 90 000 € de recettes en location de salle. Ah, eh ben, il va falloir augmenter en tout cas les recettes, ça c'est sûr. Je souligne cette anomalie, effectivement. J'essaie d'être positive. Je pense que la salle ramènera. Alors après, est-ce qu'elle ramènera à hauteur de 90 000 ? Je suis d'accord, Michel, c'est une vraie question. Mais Philippe est en charge du camping et je suis sûre qu'il va développer l'activité, c'est ce qu'il faut. Et puis quand je vois l'augmentation de nos recettes aujourd'hui culturelles, ça veut dire que les gens reviennent, ressortent. Donc il faut espérer en effet qu'on ait une très bonne saison du camping. Mais voilà, on en reparlera après la saison du camping. Bien sûr. Il y a une phrase dupliquée en page 49, je m'en suis rendu compte en le lisant tout à l'heure. C'est ça que tu voulais dire aussi en commission finance. En effet, il y a 2 fois la même phrase. Ah non, oui, mais on va le corriger. Oui, non. Alors j'ai pris note pour le budget d'assainissement que l'on inscrivait au budget la participation du budget général pour l'eau pluviale. J'espère que l'opération comptable sera réalisée.
Parce qu'en 2024, oui. En 2023, ça avait été inscrit, mais l'opération comptable n'a pas été faite. Je t'ai expliqué pourquoi, Donc, oui. je serai attentif en 2024, si c'est bien. Néanmoins, le budget de l'eau, on a pour 40 000 € à peu près, on n'a pas fait le transfert du budget général vers le budget d'eau pour l'utilisation en eau de nos services publics. 40 000 €, on est loin de la réalité, hein, parce que quand je dis l'eau des services publics, c'est l'eau potable plus l'assainissement. Or là, on ne participe pas en assainissement pour nos services. Il faut savoir, comme tu le disais justement tout à l'heure, qu'en 2026, je dis si, parce que moi j'ai des doutes sur le transfert. Tu as des doutes? Une année électorale, bref, peu importe. Les EPCI s'y préparent, en tout cas. Si en 2026, c'est transféré à la communauté de communes, les charges de consommation d'eau et d'assainissement de tous nos services municipaux seront à payer. Et là, mesdames et chers collègues, il y aura une douloureuse. Hein. Voilà. C'est tout, je crois, que j'avais 49, c'était... Non, c'est tout, globalement, pour moi, c'est tout. D'autres interventions? Alors, il n'y a pas de vote hein, sur le débat d'orientation. L'idée, c'est d'échanger ensemble sur les orientations, sur les charges. Alors, voilà, ce que je disais tout à l'heure en conclusion, et il faut le dire, c'est que les budgets des communes n'iront pas en augmentation, hein, elles iront plutôt en baisse. Donc ça veut dire que c'est à nous aussi aujourd'hui de travailler sur nos budgets pour qu'on puisse avoir des dépenses de fonctionnement qui diminuent, parce qu'on ne va pas avoir d'augmentation forte de recettes. Nous avons aujourd'hui une ville qui a de l'argent de côté, qu'on a gardé pour des projets d'investissement sur la ville. Et donc, comme un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur, comme disait aussi Michel, sur 2026, avec la compétence qui va passer à l'intercommunalité, il faut qu'on fasse les travaux avec l'argent que nous avons épargné. Voilà, on a épargné de l'argent pour faire des travaux, il faut qu'on les fasse avant 2026, parce qu'évidemment, en 2026, tout l'argent qu'on aura épargné sur ces comptes basculeront à l'intercommunalité. Et donc, en tout cas, on va essayer d'en faire, ça c'est sûr. Et puis, donc ça, c'est une compétence en effet qui partira et qui nous coûtera, puisqu'il faudra en effet participer à l'intercommunalité du coup qui aura la compétence sur l'eau et l'assainissement. Donc l'objectif, c'est quand même d'utiliser notre épargne sur ces budgets pour faire des travaux. Et puis l'épargne que nous avons sur la commune aussi nous servira à porter des projets sans faire de prêt. Puisqu'en fait, le prêt crée aussi des annuités de prêt et donc augmente notre budget de fonctionnement. Donc, moins on a de prêts, moins on a de remboursement et donc mieux se porte le budget de fonctionnement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être sur une gestion la plus fine possible pour les 2 années qui arrivent. Et comme on a des prêts qui diminuent, plus donc le fait de ne pas faire de prêts, normalement, déjà, on va aider notre budget de fonctionnement. Voilà. Mais il faut qu'on soit très vigilant puisque le coût de la masse salariale est un coût quand même important pour la ville du Lude. On a de nombreux services et les habitants attendent ces nombreux services. Et encore une fois, je rajoute sur le CCAS, il ne faut pas s'attendre à une baisse des budgets, hein, plutôt à une augmentation puisque les demandes d'aide, je me tourne vers Céline, mais ont tendance à augmenter, voire à exploser. Hein. Essentiellement des aides d'ailleurs pour payer les fluides. Hein. Et nous, aujourd'hui, sur le budget 2024, nous avons prévu un doublement des montants pour les fluides, hein, pour l'électricité de l'ensemble de nos bâtiments. Et donc, la population subit aussi cet état de fait. Et donc, on a quand même pas mal de familles qui vivent dans des logements mal isolés. Et donc, tout l'objectif aussi, c'est de travailler sur l'OPHRU. Et ça, c'est une vraie priorité pour nous, la commune, de travailler sur l'habitat. À titre d'information, quand même, depuis que le Citémétrie, donc qui est le cabinet qui gère donc l'habitat et vient faire des permanences à la maison des projets, il y a eu plus de 30 personnes qui ont été accueillies quand même avec des demandes de travaux et de rénovation énergétique sur la commune nouvelle du Lude, d'Issé et le Lude. Plus d'une trentaine de personnes. Alors évidemment, sur les 30, il y a des dossiers qui ne vont pas être recevables, il y en a qui vont être recevables, il y en a qui vont être aidés à un niveau en fonction aussi de leurs revenus. Mais ça montre quand même une vraie volonté aujourd'hui de la population aussi de rénover leurs bâtiments parce que les coûts des fluides explosent. Hein. Donc à un moment donné, pour baisser la note d'électricité, il faut aussi rénover nos bâtiments. Et donc nous devons être là pour les aider, ça c'est sûr, c'est une priorité. Et nous allons devoir aussi faire des travaux dans nos propres bâtiments pour isoler
et consommer moins. Voilà. Donc ce sont vraiment des objectifs importants pour 2024. Mesdames, Messieurs, s'il n'y a pas de débat supplémentaire, eh bien, je vous propose de clore ce conseil municipal. On se revoit, hein, je vous rappelle, pour les budgets. Donc c'est le 8 avril. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.